Bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, on retrouve donc Oumaima, mon amie franco-tunisienne, rencontrée en 2017 à Paris lors de notre service civique. On s'était perdu de vue, donc vous imaginez bien que nous avions beaucoup de choses à nous raconter. En réalité, ça a duré 3 heures, mais bon. Votre thé est prêt? Allez, bonne écoute. Coucou! Ça va? Ouais, là c'est bon. Oui. J'ai eu peur sinon, un autre problème technique, non! Non, non. Juste pour prévenir, il y a un chat, parfois il va vouloir participer, parfois non. Genre là, il Il y a mon chat qui est là, mais elle dort, donc je sais pas si elle va vouloir participer. On va voir dans 30 minutes, 1 heure, mais à chaque fois, là je la vois déjà rôder autour de moi et à chaque fois elle vient à l'improviste sauter sur moi, donc je... elle s'appelle comment? Elle s'appelle Mathilda. Mathilda. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est quand ma coloc qui l'a, je sais pas pourquoi Mathilda. J'ai même pas demandé, c'est vrai, pourquoi. Et toi, comment elle s'appelle? Elle s'appelle BBL. Kim Kardashian est connue pour une chirurgie en particulier, non? Ah, BBL! C'est BBL. J'adore. Parce qu'au début, on se moquait un peu d'elle, parce que genre, elle a un gros... Enfin, se moquer, non, c'était par amour, tu vois. Mais, oh là, elle est en train de bouger ses petites patates. Mais, Elle a un postérieur imposant. non, c'est un chat, quoi. Mais on trouvait ça tellement drôle que... Ouais, BBL, c'est votre... Du coup, juste pour t'informer, je suis déjà en train d'enregistrer. Mais je m'engage à envoyer à chaque fois mon montage, enfin la version finale à chaque personne qui a été enregistrée pour que tu me dises si ça te va, que je parle de BBL ou pas. Non, ça m'accepte, t'inquiète pas. Tu peux parler de BBL, tu peux garder la partition. BBL est internationalement connue. Et du coup, voilà. Et en vrai, merci beaucoup, Maïma, de participer. C'est à toi d'avoir pensé à ça. Enfin, c'est super mignon. Ça m'a vraiment touchée quand tu m'as envoyé le message. Déjà d'une, j'ai vu ton nom. Parce qu'au début, j'ai vu un numéro. J'étais là, mais c'est quoi ça? J'allais bloquer direct. Mais là, j'ai vu ta photo. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est Jaima! Et donc, j'ai répondu. Et parce que je venais juste d'ouvrir mon téléphone. Et j'étais là, mais c'est quoi ce numéro? Ça me fait tellement plaisir parce que j'avais zappé de dire quoi que ce soit sur Instagram, de dire, oh, les gens, je ne serai pas sur Instagram. Si c'est notre seul moyen de contact, contactez-moi ici ou ici. Et c'est pour ça, en fait, que ce que je te disais, là, du coup, pour mon idée de podcast, c'était très particulier. J'ai essayé de me rappeler de tout ce que j'ai fait un peu depuis le collège, genre collège, lycée, fac, genre tout. Et de me rappeler genre des personnes qui m'ont marqué ou tu travailles dans quoi maintenant? Je sais pas si c'est le même domaine dans lequel tu travailles. Alors là, j'ai arrêté, j'ai quitté mon ancien boulot. Là, je fais des études à temps plein, en gros, d'allemand. Enfin, vraiment, parce que vivre à Berlin, il y a un stéréotype que tu connais peut-être pas, mais c'est quasiment impossible d'apprendre l'allemand à Berlin. Quoi? Berlin, capitale de l'Allemagne. C'est en Allemagne, mais Berlin, c'est tellement une ville qui a une histoire et un passé assez intéressant. Ce qui fait que tout le monde parle anglais. Enfin, tout le monde, non, mais vraiment, ils parlent assez bien anglais comparé, par exemple, aux Français ou même aux Parisiens. Pas forcément Français en général. Donc, souvent, j'ai pas eu besoin. J'ai pas été confrontée aux besoins jusqu'à ce que j'ai commencé à vouloir faire des boulots qui m'intéressent et pas faire que des boulots alimentaires et vraiment faire valoir mon diplôme dans un autre pays. Après, le pire, c'est que j'ai déménagé ici pour apprendre une nouvelle langue, pour m'intégrer dans une nouvelle culture et pour comparer surtout avec les autres cultures que j'ai connues. D'ailleurs, quand j'ai commencé mes cours d'allemand, le premier conseil que notre prof nous a donné, c'est d'aller se mettre dans un petit village, dans un petit patelin pendant 6 mois. Ça nous reviendra moins cher que de payer pour apprendre l'allemand en classe, quoi, de manière théorique. Et je connais des gens qui sont ici depuis 10 ans et ils n'arrivent toujours pas à communiquer en allemand, quoi. Ah ouais. Ouais. Il y a des Irlandais, il y a des Espagnols,
Et la communauté hispanophone est tellement grande à Berlin que tu peux ne pas parler allemand pendant 10 ans facile et faire des boulots intéressants. Et je trouve ça tellement intéressant de pouvoir créer des mini-bulles dans Berlin. Voilà, c'est juste... Mais comment t'en es venu à rentrer du coup dans un club de lecture de livres de cuisine? C'est tellement long à chaque fois, ça fait club de lecture de livres de cuisine. Vous n'avez pas un nom, genre un nom? Si. C'est de Cookbook Nook, je crois que c'est Cookbook Nook, ouais, en anglais. Ouais, The Cookbook Nook. Et du coup, comment t'en es venu à rentrer dans ce club-là et comment tu pourrais expliquer? Donc ouais, je joins parce que j'aime beaucoup cuisiner et que j'apprécie beaucoup les créatrices de ce club de lecture en particulier. Ce qui me dérangeait souvent avec les clubs de lecture de livres de cuisine, c'est cette manière de dire de toute façon on va pas rendre la nourriture politique, alors que pour moi ça a toujours été politique, que ce soit l'accès, que ce soit en fait tout pour moi par rapport à la nourriture est devenu politique à partir du moment où j'ai quitté mon pays natal surtout. Et que j'ai commencé à avoir cette conscience de je suis l'étranger avec la bouffe avec sa bouffe d'étrangère, avec ses odeurs fortes, avec toutes ces choses-là. Et donc ça a été très vite, je me rendais compte que tout ce que je faisais, tout ce qu'on mangeait à la maison, ça pouvait déranger, surtout dans un contexte en France où on vient d'une ancienne colonie. D'ailleurs, je fais partie de 2 autres clubs de livres ici à Berlin. Et c'est un lieu, c'est une communauté, c'est un lieu de partage, de discussion. Donc c'est toujours intéressant parce qu'en plus on est toutes assez différentes, on a tous des parcours très très différents. Je dis toutes parce qu'on n'est que des femmes pour être honnête. Hein. On est toutes de cultures différentes, donc en plus d'avoir des perceptions différentes, on a des attentes différentes. Donc le plat, vraiment c'est la réflexion de tout ça, quoi, parce que la cuisine c'est vraiment un héritage vivant, quoi. Et donc, que ce soit notre héritage à nous ou l'héritage des personnes dont on lit le livre, ça reste toujours l'interprétation de cette personne-là, selon la région d'où elle vient. En fait, ça paraît vraiment anodin, ça paraît vraiment c'est juste pour s'alimenter. Mais en fait, c'est pas juste ça. S'alimenter, il y a plein c'est culturel, c'est tout un héritage et c'est politique, c'est pas rien, quoi. C'est pas... Et... T'es né en Tunisie et t'es arrivé quand en France? Non, je suis née en Corse, mais parce que mon père est en France depuis très longtemps. Mais ma mère voulait pas qu'on grandisse en France parce qu'elle avait des craintes justement par rapport au fait que l'arabe est une langue très difficile et elle avait toujours peur qu'on n'apprenne pas la langue, qu'on soit très aliéné par la culture maghrébine par exemple, comme beaucoup de gens le sont malheureusement en France. Et donc, elle voulait vraiment qu'on vive en Tunisie, qu'on connaisse notre culture et qu'on soit surtout proche de notre grand-mère et de notre famille en général. L'héritage culinaire, certes, est très, très, très important, mais l'héritage linguistique, par exemple, je trouve que ça s'apprend pas facilement, en fait. Par exemple, tu peux facilement apprendre à faire une recette pour être proche de ta culture, parce que il y a une sorte d'effet d'immédiat. Tu perds une grosse partie d'une culture si tu comprends pas la langue. Je pense sincèrement que Et donc ma mère avait toujours cette crainte-là qu'on soit pas proche de notre culture, qu'on comprenne pas notre famille. Par exemple, en plus, on vient d'un endroit de la Tunisie où il y a beaucoup de gens qui sont illettrés. Donc même le français, ils ne connaissent pas. Donc ma mère avait toujours cette crainte que on puisse pas parler avec notre famille, qu'on connaisse pas notre famille, qu'on connaisse pas notre culture. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'avais par rapport à la langue. Je sais que quand je suis allée au Mexique, j'ai vraiment perfectionné mon espagnol, mais c'est vrai que j'ai commencé à comprendre ce genre de choses où la langue, ça fait vraiment partie de la culture, quoi. Oui, il y a l'alimentation, tout ce qui est de l'alimentation, la nourriture, ça fait partie, mais il manque ces petites choses, des petites, des petites spécificités, des petites nuances ou des petites choses que comme on disait, la langue, vraiment, il y a des choses, c'est difficile à traduire, en fait. C'est ça. C'est ça. Essayer de faire une traduction, mais ça sera pas la même chose. Ça sera pas... C'est ça. Et même quand tu essaies de comprendre une recette aussi, certes, tu auras peut-être une recette traduite et tout, mais parfois, il y a certains aspects, il y a certaines même manières d'indiquer les choses qui sont tellement différentes, par exemple, même d'un dialecte à un autre. Enfin, je veux dire, il y a cette complexité qui s'ajoute
une fois que tu as cette compréhension linguistique, que tu n'aurais peut-être pas forcément si tu as une recette en français, par exemple. Tu perds un peu quelque chose, en fait. Ça se perd, lost in translation, en fait. Ça se perd un peu, cet aspect un peu de ça, un peu de ci, certes, mais il y a des manières qui sont tellement différentes d'une langue à une autre qui sont très impactées par la langue. Et mais du coup, j'étais curieuse, dans votre club, de quoi vous parlez? Chaque mois, une personne choisit un livre. Et donc là, ce mois-ci, c'était moi d'ailleurs. J'ai choisi un livre, Casablanca, le livre de Najes, j'ai oublié son nom de famille. C'est un livre sur la cuisine marocaine. Alors, le truc, c'est que le club de lecture est en anglais. Donc, il faut trouver un livre qui existe en anglais. Et c'est ça, parfois, la complexité de certaines choses. Et c'est là où la langue devient encore une barrière. C'est que la majorité sont anglophones. Pas forcément, enfin, c'est la seule langue qui nous unit, en fait. Parce qu'on est toutes de pays complètement différents. Et c'est la seule langue qui nous unit. Donc, le but principal. Et vraiment, c'est pour... Aussi, on parle beaucoup d'être conscient de la mondialisation. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient souvent, vu qu'on vient toutes de pays très différents. Ces échanges-là, c'est plusieurs réflexions qui nous semblent essentielles. Et après, souvent, c'est assez... ça se fait un peu au feeling, en fait, tu vois. T'as un livre, et puis, par exemple, le livre de mois de janvier, je crois, c'était... un livre sur la cuisine gazaoui. Le livre de mois de février, c'était un livre cuisine thaïlandaise, mais fait avec des comics. Moi, mon choix a été fait, au début, je voulais vraiment choisir un livre de cuisine d'Afrique de l'Ouest ou du Nord. Des livres sur la cuisine tunisienne en anglais, il n'y en a pas des milliers et ils sont pas très bien, quoi. Ils sont pas très bien testés. Souvent, c'est quelque chose qui revient souvent dans notre club de lecture. C'est que certains livres, on se demande même qui est-ce qui a écrit ces livres, en fait. La recette est pas très bien testée, c'est juste fait pour être vendu et c'est pas très bien fait. Mais du coup, ça me fait rire. Pourquoi du coup tu dis que ils sont mal faits? Genre, c'est les doses qui sont mal, genre ça... C'est ça. Elles sont pas testées, en fait. Elles sont pas testées. Ou alors ça n'existe pas en anglais tout court et c'est ça la problématique. Parce que ça reste un pays francophone, par exemple, la Tunisie. Le Maroc aussi, mais là, en l'occurrence, il y a une autrice qui est maroco-belge qui vit au Royaume-Uni depuis très longtemps, donc elle a écrit le livre en anglais. Donc, ouais. Mais le sujet de la cuisine comme témoin direct de plusieurs choses, c'est quelque chose qui revient énormément. Voilà. La cuisine tunisienne, c'est par exemple, c'est un mélange de plusieurs choses. J'étais dans une sorte d'atelier de cuisine récemment. On m'avait demandé est-ce que tu trouves que la cuisine tunisienne c'est une cuisine africaine ou arabe? Et moi j'étais là, mais pourquoi je suis censée choisir, en fait? Pourquoi c'est l'un ou l'autre? Et après c'était une question vraiment en toute bienveillance, c'était par curiosité. La personne, elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais rencontré d'autres Tunisiens, donc c'est parfaitement logique. Il n'y a pas tant de Tunisiens que ça. C'est une question, mais c'est juste que ça m'arrive souvent, même en France, qu'on me demande de faire des sortes de binarités, tu vois, alors que c'est un pays méditerranéen, c'est un pays qui a connu énormément que ce soit de déplacements, de violences, d'échanges, de fuites, que ce soit même par exemple avec l'Espagne, l'Andalousie, les séfarades, enfin. Je veux dire, il y a tellement une influence de tout, que ce soit les Ottomans, les Arabes, les Perses. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que je pense que j'apprécie ce club de lecture, c'est parce qu'on a conscience que la nourriture, ça peut pas être neutre, en fait. Rien que l'histoire de la nourriture, l'histoire de certains ingrédients, l'introduction de certains ingrédients dans certaines régions, rien que ça nous prouve que ça peut pas être neutre. Et on peut pas dire, de toute façon, il faut pas parler de politique. Pour dire, appuyer tes arguments que c'est totalement politique et que c'est vraiment révélateur de la société et de comment est. Du coup, de base, c'est très courant, mais pas seulement au Mexique, mais dans pas mal de pays d'Amérique latine, de manger du maïs, des épis de maïs. Chaud, pardon, maïs chaud. Du coup, ils vont te préparer, genre il est en train de bouillir et après ils te mettent du beurre, de la mayonnaise et tout ça. C'est un peu comme en France, à Seine-Saint-Denis, tu trouves ça très souvent quand c'est la saison. Ah ouais, par exemple, quand c'est la saison,
t'as toujours du maïs dehors avec des épices. Dans plusieurs parties de l'Île-de-France, tu retrouves cette tradition que tu trouves dans plusieurs pays africains, que ce soit la Tunisie ou autre, mais je sais que ça existe dans plusieurs pays et donc ça se trouve assez facilement en Seine-Saint-Denis parce que j'adorais ça en fait, jusqu'à ce que je me suis fait mal à la dent. Mais ouais, j'ai des dents sensibles, donc une fois j'avais passionnément mordu dans un épi de maïs et la dent elle a bougé quoi. Non, mais c'est tellement bon. Mais et tu vois ce genre de truc, par exemple moi au Mexique, j'adorais. Et plusieurs fois les Mexicains ils faisaient la remarque en mode ah ouais toi tu aimes ça en mode toi européenne et tu vois genre parce que je sais pas ils me considèrent je suis française, je suis chic ou tous des clichés et toi je dis bah ouais moi genre c'est quoi le souci de mais le truc ouais mais c'est bizarre on penserait pas que toi je dis mais quoi C'est triste quand même hein, d'associer quelque chose d'aussi neutre finalement, enfin c'est jamais neutre, mais je veux dire d'associer un petit ingrédient qui est tellement pratique et tellement facile, et en plus ça fait du sens avec le climat et tout, de le rejeter quoi. Enfin c'est vraiment un rejet de soi. Je trouve qu'à chaque fois c'est pour ça que la nourriture c'est quelque chose qui me passionne autant, parce que j'ai toujours eu l'impression que par exemple quand je vois la diaspora africaine en France, souvent quand il y a un rejet de la nourriture, c'est un rejet de cette partie de soi qu'on veut cacher quoi. Il y a des points positifs au fait de vivre à l'étranger, de vivre dans un autre pays, mais il y aura tout le temps des choses aussi qui seront compliquées. Et je me suis rendu compte à quel point c'est important d'avoir son cercle d'amis en fait. Et surtout de le maintenir quoi. Ouais, mais c'est toujours compliqué de le maintenir quoi. C'est quelque chose c'est tellement, enfin c'est beaucoup d'efforts et surtout c'est quelque chose qui je pense que ouais la différence culturelle peut être parfois lourde. C'est bien, mais quelquefois ça peut être vraiment lourd. T'en as tant que ça au Brésil ou tu parles juste en général? Mais tu vois, c'est un truc au Brésil où j'avais un peu ça au Mexique, mais il y a beaucoup cette illusion-là que t'as plein d'amis, mais en fait, c'est pas vraiment des amis. Tu vois, genre, c'est facile. Ah, je vois. Je vois, il y avait un humoriste qui avait fait une blague là-dessus. D'ailleurs, je sais même plus si c'était Gad qui avait fait, parce que je sais pas si tu te rappelles, il avait fait du stand-up en anglais et il parlait du fait que les Américains, ils te vendent un peu du rêve, donc t'as l'impression que c'est des potes. Mais en fait, c'est juste leur manière de parler. En fait, c'est pas parce que vous partagez autant et que la personne te demande comment tu vas et qu'elle a l'air de vraiment s'intéresser à ce que tu dis que vous êtes vraiment amis. Alors qu'en France, vraiment, j'ai pas l'impression que c'est la norme. Généralement, si tu t'intéresses à quelqu'un, c'est que vraiment tu t'intéresses à la personne. C'est ça, c'est certainement un choc culturel. Je savais pas pour l'Amérique latine. Je m'attendais à ce que ce soit plus communautaire et soudé, et moins à l'américaine dans ce sens-là. En fait, c'est le truc qui est aussi perturbant du coup. Après, je connais juste le Mexique, le Brésil et un peu le Venezuela. C'est déjà beaucoup. Ouais, mais du coup, en fait, j'ai l'impression de généraliser alors que c'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, tu vois, je sais pas, au Pérou ou Bolivie, je sais pas. Mais je veux dire, mais en tout cas, moi, perso, je m'attendais pas à ce que ce soit le cas dans d'autres pays des Amériques. C'est des choses où je me suis dit, mais c'est un peu perturbant et donc ça fait un peu de pas savoir les limites du coup. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une vraie amie ou pas? Est-ce que je peux... Et c'est pas évident. Et en fait, je pense que c'est juste avec le temps, quoi. Avec le temps. Je comprends, ouais. Une fois que tu t'habitues au code culturel, là, tu commences à comprendre et ouais. Mais est-ce que... Alors, ça, c'est une question que je me pose depuis quelques années et je l'ai fait avec certaines personnes où je traite mes amitiés comme des relations amoureuses, dans le sens où je demande à la personne est-ce que tu veux qu'on soit amis. Donc ça fait un peu niais et un peu con, hein. Mais depuis que je suis en Allemagne, je le fais et ça marche en vrai. Il y a des gens qui disent ah moi je t'apprécie, viens on passe plus de temps ensemble, viens on fait tel et tel truc, ou alors je t'apprécie, est-ce qu'on peut devenir potes, est-ce qu'on peut genre initier certaines choses, parce que ça c'est souvent des personnes que je connais pas depuis super longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas de... Parce que tu sais, en général, dans la vie, il faut un contexte pour que les gens deviennent amis. Le boulot, il faut un truc quotidien, en fait. Il faut une sorte d'habitude. Alors qu'il y a certaines personnes, t'as pas trop l'occasion de faire ça avec. Et donc, il faut vraiment mettre plus d'efforts pour pouvoir interagir avec la personne au quotidien, à part juste des messages WhatsApp.
Et donc, c'est comme ça que maintenant, j'ai décidé avec certaines personnes de demander est-ce que ça te dirait qu'on devienne. Pas forcément, je dis pas est-ce que ça te dirait qu'on devienne potes, mais. Et tu as ta petite bague de l'amitié, tu vois. Ami pour la vie. Je sais que ça fait nier, mais j'ai l'impression qu'avec l'âge, on perd un peu cette innocence et cette appréciation de l'autre. Et c'est quasiment. Enfin, je trouve qu'en plus, dans nos sociétés, on met tellement il y a Jamila Jamil, je sais pas si tu la connais. Elle avait initié le mouvement Highway parce qu'en fait on est dans une société qui valorise tellement le poids, avoir un certain poids, avoir une certaine apparence physique. Et Highway, c'est pour dire je pèse autre que mon poids physique, quoi. Genre, je pèse le fait que je sois une amie, une amie appréciée. Je pèse le fait que je sois une maman, je sais pas, tel et tel truc. Et donc, elle a plusieurs invités. Et dans Highway, elle parle justement énormément de sa relation avec son petit ami et comment eux, ils vivent encore en coloc et avec leurs amis de longue date. Et en fait, elle parle de cette It takes a village, tu vois. Et elle parle de vouloir recréer une communauté autour d'autre chose que l'amour romantique. Parce que beaucoup de gens, en fait, je crois que c'était l'une des raisons pour laquelle elle avait fait ça, c'était parce que elle avait vécu beaucoup d'abus et beaucoup de différentes choses dans des relations hétéro. Enfin, c'était pas que ça, mais en tout cas, tu sais, parfois tu finis dans une relation où il y a que vous deux. Oui. Et je dis pas que c'est toujours malsain, mais parfois ça peut être juste on fait des trucs à deux, que ça à deux, et une fois que la relation est finie, c'est encore plus intense que si tu avais une communauté autour de toi. Et d'ailleurs, pour revenir à notre sujet, c'est quelque chose que je trouve. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous semblent nier avec l'âge et un peu con et peut-être un peu cuculapraline. Mais ça peut marcher si tu as la bonne personne devant toi, en fait. C'est un peu comme tout dans la vie, quoi. C'est juste un moyen de communiquer, en fait, d'être clairement, en fait, j'aurais envie qu'on soit amis. Est-ce que toi aussi, vraiment de la communication, du coup, est-ce qu'on va s'investir ou pas dans cette amitié, et je pense que c'est juste un moyen. Parce que, comme je te disais, plusieurs fois, moi, j'étais dans ce doute de, est-ce que elle veut vraiment, en fait. Est-ce que c'est... Et c'est pour ça, l'histoire du podcast aussi, c'est... Je me rendais de plus en plus compte de l'importance des personnes qui sont autour de moi, de mes amis, et pas forcément les amis qui sont tout le temps présents, non. Même toi, voilà. J'ai pensé à toi, et je dis, voilà, Umaima, c'est une personne qui est restée dans ma tête, parce que justement, c'est une personne qui m'a marquée. Et du coup, que ce soit au Mexique ou au Brésil au niveau relationnel, j'ai eu ce genre de soucis. Je sais pas si t'as d'autres choses, pas forcément que relationnelles, mais d'autres chocs ou des choses qui ont été compliquées pour toi à apprendre et à... Je sais pas si tu as des exemples. Oh purée, je commence par où? Dans mon club de lecture, qui est un club de lecture international, et il y a une édition ici à Berlin, ça s'appelle... Is it The Angry Women or The Angry Woman Book Club? J'oublie toujours la première lettre. Difficult Woman Book Club. Et en gros, le but, c'est de lire plus de livres écrits par des femmes. Ça a été fondé en Espagne par je crois qu'elle est académicienne, mais je suis pas sûre, qui se disait qu'elle lisait très peu de femmes. Et donc là, il y a plusieurs éditions dans plusieurs pays dans le monde. D'ailleurs, il y a une édition au Brésil, je suis quasiment sûre. Ok. Il y a ce rapport à un moment donné, on avait lu un livre qui s'appelle The Vegetarian, je sais pas si tu connais. C'est une Coréenne, je crois, qui l'a écrit. Et à un moment donné, il y avait pas mal de personnes qui étaient scandalisées par ces tétons. Parce que le personnage principal, elle porte pas de soutien-gorge, et donc c'était scandalisant. Pour les Allemandes de mon club de lecture, elles comprenaient pas, elles trouvaient ça trop exagéré. Et moi, j'étais là, mais même en France, en vrai, même l'Italienne qui faisait partie du club de lecture disait qu'en Italie, mais il y avait des scandales autour du téton, quoi. Et le téton. Et les Allemandes, elles comprenaient pas, parce qu'ils ont un rapport à la nudité qui est tellement normalisé. Ils ont vraiment un rapport au corps humain et au corps féminin surtout, parce que c'est ça qui compte, qui est très différent. Que ce soit même à l'apparence physique. Ici, c'est la norme d'être habillé en décathlon quand tu vas au boulot. Tu peux être habillé vraiment, alors que en France, il y a quand même une sorte de, tu vois, d'attente à être habillé d'une certaine manière. Ici, non, vraiment le rapport, même en tant que femme, tu peux avoir ta bosse, elle est à peine coiffée, à peine jamais maquillée. Enfin, en France aussi, en vrai, mais
Je veux dire que le rapport au corps et surtout à la femme et au corps de la femme je dis pas qu'il n'y a pas d'oppression, hein, loin de là. Je dis juste qu'elles sont différentes. Que le rapport au corps humain et à la nudité est très très différent et ça a été un choc pour moi en fait, c'est tout. Surtout quand on lisait ce livre-là, moi je trouvais pas ça du tout exagéré. Dans mes deux cultures, que ce soit en France, surtout en Corse, où les gens sont un peu plus conservateurs, et en Tunisie, une femme qui porte pas de soutien-gorge, dont je fais partie, et les conséquences, elles sont énormes, quoi. Enfin, je veux dire, on te le fait toujours savoir, alors que je le sais, quoi. Je sais que C'est mon corps, en fait. Je sais ce que je porte. c'est ça, je le porte pas, je sais, j'ai pas oublié. On te dit que c'est dégueulasse, on te dit que c'est pas décent, on te dit que voilà, quoi. On t'insulte. Et le fait que les Allemandes aient été choquées par ça, je trouvais ça très drôle. Mais c'est vrai que j'avais entendu d'expériences de latinas qui vivent en Allemagne. Ça leur faisait bizarre de voir que c'était pas la norme pour les Allemandes de se maquiller, de se coiffer et tout, et que les latinas avaient ce choc-là de... en fait... elles se font pas belles. Toujours, elles disaient ça des Allemands. Apparemment, on m'a dit que ça peut être même mal vu d'en faire trop. Et justement, il y avait des latinas qui disaient ouais, on me juge comme superficielle en fait. C'est ça. Justement de prendre du temps à me maquiller, à me nanana. Du coup, c'est du coup ouais, on me juge quoi de pourquoi faire ça en fait, pourquoi, à quoi bon mais vous, ça fait sens par rapport à ce que tu dis. Je pense que c'est ça, c'est qu'ils ont un concept totalement différent du complètement, ouais. Mais ça change et parfois rien que ça peut être un petit moment d'adaptation. Et ce que j'ai trouvé drôle maintenant que tu as dit, intéressant, pardon, pas drôle, que tu as parlé de Latina, je fais partie d'une association où il y a beaucoup de Latinas, c'est une association féministe qui aide les femmes à trouver, les femmes surdiplômées ou sous-diplômées, à trouver des postes intéressants en Allemagne. Et c'est d'ailleurs fondé par des hispanophones, parce que souvent les femmes immigrantes et migrantes, pardon, et même européennes, hein, on parle parce que souvent les Européens se considèrent comme des expats alors que ça reste des migrants. Et donc pour le coup, à essayer de trouver un emploi ici ou quelque chose qui peut être intéressant. Et donc on parlait, l'une des formations qu'on a fait, c'était par rapport au choc culturel. Et il y avait pas mal de latinas et même d'ailleurs des personnes d'Asie de l'Est. On parlait du fait qu'en Allemagne, c'est mal vu en tant que femme de trop sourire. Ou même de sourire en général dans un contexte de boulot. En fait, en général, on ne te prend pas au sérieux. Alors que, par exemple, je viens d'une culture où, au contraire, c'est mal vu. Peu importe, en vrai, femme ou homme, et encore plus quand tu es une femme, on te dit hostile, en fait. Si tu souris pas, voilà. Alors qu'en Allemagne, au contraire, on te croit niais. On croit que tu n'es pas en train d'écouter, que tu es un peu bébête, quoi, que t'es conne. Parce qu'en fait, la personne en question, elle est chilienne et elle venait d'arriver en Allemagne. Son mari est moitié chiléen, moitié allemand. Donc lui-même, il se rendait pas compte de la subtilité de lui dire en fait, attention, ne souris pas trop, c'est mal vu en Allemagne. Et elle l'a découvert. Elle a eu la chance, on va dire, durant l'entretien, il lui a dit je te conseille tel et tel truc. Et donc, elle a posé la question lors de notre formation à l'allemande, lui avait dit, et c'est vrai qu'en Allemagne, peu importe femme ou homme, c'est mal vu de sourire, c'est considéré comme excessif, comme niais, comme bête, quoi. Et mais même en France, enfin, je veux dire, moi, j'étais en choc, quoi. On me l'avait pas dit. On me l'avait pas encore dit, parce que pour l'instant, j'ai été que dans des contextes internationaux où c'est pas, personne n'a eu à me le dire, en fait. Mais c'est vrai qu'en tant que méditerranéenne, en tant que personne qui a vécu en Tunisie, en France et au Royaume-Uni, j'ai jamais eu affaire à cette idée de si tu souris trop ou souris en général, c'est que t'es niais, quoi. Et c'est contre tout ce que tu as appris, en fait. C'est ça. Du coup, c'est perturbant. Voilà, c'est vraiment un de ces chocs culturels où tu te dis ah purée, pour moi c'est même mal vu de pas sourire. J'ai l'impression que c'est toi qui es hostile, c'est pas le contraire, quoi. Ben ouais. Mais du coup, ça fait sens par rapport à tous les clichés qu'on a par rapport aux Allemands. Je pense que c'est aussi par rapport à ça, au fait qu'on dit qu'ils sont froids. Mais je pense que parce que oui, justement, ils ont ce truc-là, ils vont pas forcément sourire parce que c'est pas
habituel pour eux, ou c'est trop... Ouais, ils veulent pas donner cette apparence-là d'être niais ou d'être... Alors que pour nous, c'est juste... Bah en fait, t'es juste... Si tu veux échanger avec une personne, c'est bien de sourire. Si tu veux lui montrer que t'as envie de continuer la conversation, faut lui montrer un peu de l'ouverture. C'est ça. Oui, le sourire, ça montre que tu peux converser, tu peux papoter avec cette personne. Mais ouais, non, c'est intéressant. Mais qu'est-ce que... Et du coup, par rapport... Est-ce que tu... Ah, elle est réveillée? Pardon? Elle est réveillée, ta... Elle est un peu réveillée. Alors attends, je vais essayer de te la montrer. Je sais pas si tu vas pouvoir la voir. Attends, tu vois quelque chose ou pas? Attends. Elle est noire aussi? Je te vois pas. Je vois pas ce que tu vois en vrai. Bah du coup, je vois si je la vois, je vois la fenêtre et je la vois derrière le rideau un peu. Ah ok, attends, j'essaie parce que mon ordi est très vieux et très très lourd, donc attends 2 secondes. Désolé. Attends. Tu vois quelque chose là ou pas? Je vois le rideau, je vois le... Attends. Ah, elle est blanche et noire? Oui. Et on a rien à foutre là. Ah. Donc t'as vu BBL, voilà. Star international. Désolée, je sais pas pourquoi ma caméra ne veut plus montrer quoi que ce soit. Je crois qu'il y a trop de soleil. Est-ce que, du coup, il y avait juste 2 trucs. Tu peux. Du coup, j'ai peur de confondre. Du coup, t'es dans 3 groupes de lecture? Ouais. Du coup, le truc de livres de cuisine? C'est ça. Ça, du coup, plutôt avec des personnes étrangères? C'est ça. Quasiment toutes les meufs, elles sont d'Amérique, d'Asie du Sud. Genre indiennes, pakistanaises. Mais certaines, elles sont indiennes, pakistanaises, vivent en Iran. Ou d'origine iranienne, pardon. D'origine iranienne, qui vivent en Arabie Saoudite. Comme il y a beaucoup d'Indiens qui vivent en Arabie Saoudite. Ah, elle est là. Elle est là. Ouais. Tu l'as vu ou pas? J'ai juste vu sa queue passer. Adorable. Donc ouais, surtout des femmes d'Asie du Sud. Et donc, celui-ci, t'as l'autre, du coup, c'est quoi? Féministe? J'ai pas trop compris. C'est ça, Difficult Woman Book Club, le concept, c'est vraiment de lire que des livres écrits par des femmes. Ok, super. Et l'autre? Et l'autre, c'est juste le club de lecture de la librairie. Ok. De la bibliothèque, pardon. De la bibliothèque. C'est une bibliothèque publique et n'importe qui peut s'y joindre. Sauf que la personne qui l'organise, il est irlandais et le but, c'est de lire qu'en anglais. Même si le livre, par exemple, il peut être, je sais pas, français ou quoi, le but, c'est de lire et de parler en anglais. Vraiment, c'est le but principal du club de lecture. Et du coup, c'est c'est ce 3e club-là en bibliothèque qui est plutôt avec des Allemandes. Celui en bibliothèque, c'est que avec des gens internationaux. Enfin, il y a 2 Allemandes, mais c'est la majorité, on est des internationaux. T'as une Algérienne, t'as une Portugaise, il y a une Espagnole, une Canadienne, enfin il y a vraiment un peu de tout. Mais le club de lecture féministe, le Difficult Woman Book Club, c'est quasiment que des Allemandes. Il y a une seule Italienne qui est venue et puis après elle est plus revenue. Mais c'est quasiment que des Allemandes. Je suis la seule étrangère en fait dans le groupe. Mais le club de lecture se passe majoritairement en anglais. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et du coup, bon, je pense que je vais terminer avec ça, avec ma question. Ça marche. Non, du coup, j'allais te poser une dernière question, mais je sais pas si ça va faire sens. Je sais pas, je me suis juste demandé, du coup, le fait que d'avoir vécu dans plusieurs pays et de là, maintenant, ça fait combien d'années que tu es en Allemagne? Ça fait 3 ans. je sais plus. Bah, du coup, j'allais juste, ouais, peut-être pour terminer, est-ce que tu penses que, ouais, est-ce que tu te sens allemande ou j'ai pas trop encore. Mais non, mais du coup, là, t'es en train d'apprendre. Ou peut-être juste, je sais pas, le fait d'être en contact avec plein de personnes étrangères et tout ça doit être hyper riche. Je sais pas, je sais pas où est-ce que je vais avec ma question en fait. Genre, c'est hyper flou. Est-ce que j'arrive en gros à m'adapter, à m'intégrer? Je sais pas, après intégrer, c'est un terme, je pense que en tant que, surtout avec la France et le contexte d'intégration, c'est toujours un terme qui peut être mal vu. Mais ouais. Je sais pas trop, c'est vrai que j'ai jamais été aussi déconnectée de la culture locale de ma vie.
de ma vie. Et je pense que justement que la question de la langue, non? Oui, voilà, parce qu'en plus, certes, je connais des Allemands, je suis dans des contextes allemands et tout, et j'apprends la langue, là, vraiment, je consacre mon temps qu'à ça. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que de pas parler la langue, ça fait quand même une barrière, et de pas vraiment connaître la culture. Par exemple, là, je lis l'actualité, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je lisais quasiment qu'en français avant ou en anglais, enfin l'actualité allemande, je veux dire, même pas l'actualité d'autres pays. Généralement, l'actualité des pays, je la suis dans la langue du pays. Par exemple, si je veux suivre, ou dans plusieurs langues pour comparer. Mais pour le monde arabe, en arabe, voilà, je vais comparer un peu entre ce qui se dit en français, ce qui se dit en anglais, parce qu'il y a quand même des différences assez énormes parfois. J'espère que ça répond à ta question, je sais pas. Si, carrément. Ma question est un peu floue et moi-même je savais pas trop. Mais ouais, je pense que non, c'est super intéressant. Merci beaucoup en tout cas, Oumaima. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir de passer autant de temps ensemble et j'espère que tout mon blabla ce sera pas trop pénible à éditer. Non, merci pour le non, concept. Je pense que ça va plutôt être difficile de sélectionner. Mais non, grave contente de t'avoir parlé de nouveau après autant d'années. Et écoute, si tu veux qu'on se rappelle, en dehors de mon podcast, je suis libre. Avec plaisir.